d'abord, Saharamdankom ou Sahasiamkom. Bon, vous me prenez à froid comme ça. Vous savez, j'ai maintenant, ça me fait 32 ans où je suis sur le champ politique. Et donc, j'ai traversé des moments un peu compliqués, des moments, il y a des hauts et des bas. Et donc, forcément, j'ai plusieurs souvenirs qui se bousculent dans la tête. Mais s'il s'agit d'une période, il est évident que c'était la période des années 90, une période extrêmement difficile où on voyait malheureusement cette tragédie qu'on a vécue en direct. J'ai eu aussi des moments de joie, des moments de plaisir. La création de Jil Jadid en mars 2012, le 3 mars, le congrès était pour nous une très grande victoire. Ça faisait des années qu'on était derrière la possibilité de s'organiser légalement et on n'avait toujours pas le droit, on n'avait pas le droit de s'exprimer, on n'avait pas le droit d'agir politiquement. Et donc c'était un moment fort. Mais il y en a eu d'autres, il y en a eu plusieurs. Bon, je pense que ceux qui suivent un petit peu la politique peuvent se remémorer des moments compliqués. Il y a eu le 10 juin 2014 avec la réunion de l'ensemble de l'opposition algérienne qui a été un moment extrêmement fort. Il y a eu aussi 2017, le moment où on avait boycotté les élections législatives et on était allé à contre-courant de la décision de tous les autres partis politiques. Il fallait qu'on l'assume seul. Puis le 22 février 2019 était un moment d'explosion de joie. C'était peut-être probablement l'un des moments où il y avait le plus d'émotions. Très probablement, ça faisait des années qu'on attendait de voir ce moment-là où les Algériens en masse allaient réclamer leur citoyenneté, réclamer la liberté de marcher librement dans la capitale. Je crois que c'était le tournant. Très vaste question. Oui, l'Algérie se trouve à un moment très particulier de son histoire où il y a plusieurs changements qui s'opèrent à plusieurs niveaux. Le plus significatif, le plus visible, le plus évident pour notre conscience, c'était cette fin d'un régime politique à la Merzen, hein, c'était Bouteflika, son sérail, et là, clairement, quelle que soit l'évaluation des uns et des autres, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de hauts responsables politiques, militaires, administratifs ou d'hommes d'affaires qui se retrouvent face à la justice, beaucoup d'entre eux déjà emprisonnés. Donc c'est un effet politique, un changement capital. Bien sûr, tout le monde n'est pas encore content ou satisfait du résultat. Certains veulent beaucoup plus, d'autres sont contentes. Mais le fait est là et qu'il y a eu un changement comme jamais l'Algérie ne l'avait vécu auparavant, avec ce bouleversement au niveau humain au moins. Reste qu'au niveau institutionnel, au niveau législatif, il y a encore des choses à faire, à n'en pas douter. Ça, c'est au niveau politique. Maintenant, au niveau économique et financier, là, malheureusement, c'est parti dans l'autre sens. Depuis 2014 au moins, avec la chute des prix des hydrocarbures, l'Algérie est rentrée dans une phase où elle consommait ses réserves
et sans avoir la capacité de produire ne serait-ce que le niveau de richesse dont elle a besoin pour son entretien normal, quotidien. Et donc petit à petit, nos réserves fondent et en parallèle, on n'a pas mis en place ni une économie, ni un fonctionnement qui soit apte à gérer l'avenir et même l'avenir proche, puisqu'il y a beaucoup de peur à ce sujet et déjà on vit les prémices de ces difficultés-là avec le manque de liquidité, avec l'affaiblissement du dinar, avec toutes les contraintes qui accompagnent un affaiblissement de l'économie du pays, d'autant plus que nous vivons le passage sanitaire avec la Covid-19 qui est extrêmement éprouvant pour tout le monde d'ailleurs, mais qui a affaibli et a durement touché l'économie algérienne. Il y a d'autres changements aussi plus importants, tout aussi importants, je veux dire, autour de nous. C'est cette instabilité chronique dans laquelle toute notre zone, la zone MENA, est entrée depuis maintenant des années. En fait, nous arrivons petit à petit à la fin de ces bouleversements qui a commencé avec l'Afghanistan, puis l'Irak, puis la Syrie, puis autour de nous la Libye, la Tunisie, le Sahel. Et donc nous vivons dans une région extrêmement instable, extrêmement difficile. Et là, ce n'est pas aussi simple à gérer. Et donc ça pose quand même des défis très importants pour l'avenir. Enfin, l'Algérie aussi vit des bouleversements plus profonds qui ne sont pas très visibles pour celui qui ne fait pas attention. Ce sont ces changements de société qui sont venus à un rythme très élevé. Une société généralement change sur quelques générations, sur un siècle, 2 siècles. C'est ce qu'on fait ici à Djil Jadid, référence aux valeurs anthropologiques. Et l'Algérie, en un laps de temps très court, en une génération, a eu à affronter des changements, des bouleversements extrêmement profonds qui ont entraîné des crispations, des difficultés dans la société, une perception parfois extrêmement délétère de ce qui se déroule. Alors vous avez la dimension identitaire qui intervient, la dimension religieuse. On repose tous les fondamentaux non seulement d'un État, mais aussi d'une nation. Quelle doit être la place et le rôle de la femme, quelle doit être la place et le rôle de la religion, la place et le rôle de la langue, comment organiser tout ça, c'est quoi la laïcité, c'est quoi la démocratie, c'est quoi l'état de droit, où commence et où s'arrêtent les droits de l'homme, où commence et où s'arrête la liberté. Tout ça est venu de manière, j'allais dire, brutale et en même temps concomitante, ce qui fait que l'Algérien est soumis à des pressions incroyablement contradictoires, très fortes, très puissantes, et qui auraient pu entraîner le pays dans des conflits, et on l'a vécu dans les années 90, des conflits extrêmement violents et extrêmement durs. Mais petit à petit, le pays est en train de sortir de cette phase-là. On voit aujourd'hui, après la déflagration, on voit les conséquences. Il faut renettoyer tout ça, reconstruire, remettre sur pied des institutions réellement légitimes, remettre en place un courant de confiance à minima entre gouvernants et gouvernés, que la justice retrouve un peu ses marques, etc. Donc, nous sommes dans une phase très délicate où il y a eu convergence de changements multiples à différents niveaux et il fallait un peuple comme les Algériens pour faire face à ça sans qu'il y ait de dérapage gravissime.
الغدا الخميسه يروحوا يخطونا. بركات بركات بركات. روحوا منا عينا منهم خلاص بركات. كلاو البلاد خلاص عينا ملينا شانا تمرتنا شانا تمرتنا ونحواجرة عينا هرمنا كرهنا فمنا راب راسنا شاب قلبنا طاب عينا. انا جو بريفير نموت هنايا كون نموت افيك ان كونسير في السبيطار تاعهم. اللي السبيطار تاعهم مريض خلقونا عياونا. كاش الخامسة كاش الخامسة عينا راب كاش الخامسة. المسيرة بيطلبوا فينا بالكاس. احنا شعب واعي، احنا نديروها سلمية يخلونا نمشيو. تحيا البلاد تحيا البلاد. اون دوموند ان شونجمون، ماهيش مسألة تاع بوتفليقة ولا كدايا، يخليونا. Sans complaisance aucune, le Hirak a donné une ouverture possible pour l'Algérie qui était à un moment presque inespéré. C'est incontestablement grâce au Hirak qu'il y a eu un changement d'équilibre au sein même du pouvoir, où on a vu quand même l'ancien régime s'effondrer comme un château de cartes, où des politiques antinationales qui auraient pu mener le pays très très loin dans une perte de souveraineté évidente. C'est le Hirak qui a mis un coup d'arrêt, c'est le Hirak qui a fait une pression exceptionnelle sur le pouvoir, sur toutes ces institutions, et c'est grâce au Hirak qu'il y a un début de changement, je dis bien un début. Or, ce changement peut être tout à fait bénéfique, mais il peut aussi échouer. Et c'est là où, malheureusement, certaines parties ont voulu utiliser le Hirak et nous renvoyer exactement au schéma du début des années 90, c'est-à-dire une opposition frontale entre des groupes qui réclament un changement et réclament le pouvoir à la place d'un pouvoir qui est sur place. Et cet affrontement peut mener ou aurait pu entraîner le pays dans une deuxième phase aussi violente que celle qu'on a vécue les années 90. Et c'est là où j'attire l'attention des Algériens. Oui, il faut savoir réclamer ses droits, il faut savoir réclamer la justice, la liberté, mais il faut savoir aussi préserver le cadre de vie commun. Et à trop vouloir tout en une fois, on peut risquer d'endommager ce qui nous réunit en tant que nation en formation. Nous n'avons pas encore stabilisé ce qu'est la nation algérienne de façon définitive. Il y a tous les ingrédients pour avoir un pays fort, pour avoir un peuple qui est lui-même courageux, qui a une grande résilience, mais qui n'a pas eu dans l'histoire l'occasion de créer sa propre civilisation à un niveau suffisamment élevé pour faire face aux défis qui viennent dans l'avenir. Donc, il faut comprendre et mesurer nos actes, nos demandes, nos exigences. Je pense que nous allons vers une chance exceptionnelle pour mettre en place une dynamique d'un changement positif. Et c'est là où il faut avoir beaucoup de tact, beaucoup de subtilité. Comment accompagner un régime en partie effondré, mais qui lui-même accepte l'idée du changement, mais comment l'accompagner dans ce changement sans remettre tout en cause, en particulier la sécurité du pays. Non, pas contre le retour du Hirak. Le Hirak
en tant que manifestation populaire, pour faire une pression populaire pour que le changement s'accomplisse, il est évident que c'est une action qu'on ne peut que saluer et que soutenir. Le problème est que certaines parties qui ont infiltré le Hirak et qui veulent le dévoyer et pousser le Hirak vers la confrontation, vers l'affrontement, vers l'escalade, ça c'est un danger. Et d'ailleurs, malheureusement, beaucoup de jeunes qui se retrouvent aujourd'hui en prison sont les victimes de cette façon de pousser les gens vers l'escalade, alors qu'il y a d'autres moyens pour accompagner l'évolution et le changement d'un pouvoir qui est maintenant face à une réalité, celle qui exige de lui la construction d'un nouveau régime politique qui prend en considération les exigences populaires d'un état de droit, de la démocratie, d'une justice indépendante, d'une liberté d'expression assumée, etc. Mais tout cela, pour arriver à ces objectifs, il faut ceux qui agissent, ceux qui construisent. On ne peut pas rester simplement sur des positions de refus radical, de confrontation systématique avec un pouvoir qui à ce moment-là se renfermera sur lui-même, reviendra par la force des choses et au nom de la légitimité du monopole de la violence par l'État, voudra remettre de l'ordre parce que le désordre, personne ne l'acceptera, et à ce moment-là, on perdra tout. On perdra les acquis, et peut-être même, on va donner toutes les bonnes raisons pour ceux qui, à l'intérieur du pouvoir, veulent au contraire la fermeture, veulent le contrôle de la société, refusent une évolution démocratique. Donc, aidons au contraire les institutions pour les accompagner vers un changement souple, acceptable par tous, et qui s'étalera très probablement sur un mandat, 2 mandats, mais 10 ans de changement progressif dans la paix, ça vaut beaucoup mieux que 10 ans de destruction telle qu'on l'a vu chez nos voisins, parce que la confrontation violente d'un côté et le dialogue ouvert de l'autre font la différence. La situation profitera d'abord à ceux qui, dans le pouvoir, ont peur du changement, parce que leur position est de dire que à chaque fois que le pouvoir essaye une ouverture, il a en face de lui le refus catégorique et des exigences qui ne peuvent pas être satisfaites. Et donc, on favorise la partie du pouvoir qui a peur et ne veut pas du changement, à titre de bonne foi ou de mauvaise foi, de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe. Mais ce qui nous importe ici, ce sont les faits. Exiger plus que ce que le pays peut accepter actuellement, c'est renforcer ceux qui, dans le pouvoir, ne veulent pas de l'ouverture. Ça profite également à ceux qui ont en tête une forme de révolution extrême où ils essayent d'affaiblir cette fois-ci non pas un pouvoir politique mais l'État en tant que tel, puisqu'ils ont instillé l'idée que l'État algérien est égal à l'institution militaire, que le pouvoir c'est l'armée, que le régime c'est l'armée, et que donc le Hirak doit taper sur l'armée. Et si on tape sur l'armée, en réalité, on tape sur l'ensemble de l'État. Et ça, c'est stratégiquement catastrophique, parce que si ça devait réussir, ça nous mènerait droit vers une forme de chaos, de désordre dans le pays. Je pense que c'est aussi le but stratégique de certains groupes évidents qui aujourd'hui apparaissent clairement dans cette stratégie-là, qui pensent que si l'armée est brisée, s'il y a un désordre général dans le pays, ils pourront reprendre la main grâce à des réseaux on va dire, il y a une tendance
conservatrices dans le pays. Ils imaginent qu'à travers les anciens réseaux, ils pourront reprendre la masse populaire pour imposer leurs propres projets. Il n'y a pas de solution absolue. Et on ne va pas avoir une solution définitive et immédiate. Ça, il faut bien inscrire ça dans notre propre feuille de route. Notre objectif stratégique est d'aboutir à un État de droit, à une démocratie, à une modernité assumée dans le pays, avec l'égalité des chances, avec l'égalité entre les hommes et les femmes, avec une ouverture sur l'universel, avec la possibilité pour les Algériens de bénéficier d'un niveau de vie convenable, etc. Ça ne vient pas avec une décision politique, ça viendra au fur et à mesure. Il faut faire résorber les zones de conflit extrêmes qui, au contraire, augmentent la crise et en même temps introduire les éléments de changement qui doivent venir progressivement. Je parlais tout à l'heure, il faut considérer entre 5 et 10 ans pour mettre le pays sur une orbite d'un pays moderne, sur la dynamique d'un pays moderne. Il faut accepter que ça se passe un peu avec le temps, mais si on devait exiger tout maintenant, là on peut entrer dans un cycle au contraire négatif et on irait vers à chaque fois la perte de ce qui était considéré comme des acquis. Donc, la feuille de route actuelle, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale, aller vers des élections législatives, mais avec une loi qui a créé des conditions favorables au changement. Il faut reconnaître les choses quand elles se font et arrêter de simplement réagir par réflexe conditionné, j'allais dire pavlovien. Voilà en face de nous une loi électorale qui fait que presque l'écrasante majorité de l'ancienne classe politique se trouve out. C'est le cas. Tous ceux qui ont fait 2 mandats aux élections législatives, 2 mandats de députés, ne peuvent pas concourir. Ensuite, vous avez l'introduction de la parité. Il est vrai que certains pourront me répondre, cette parité, au final, donnée par la loi, donc 50% d'hommes et 50% de femmes, mais n'est pas exigée totalement puisqu'il y a la possibilité de dérogation. C'est vrai, il y a la possibilité de dérogation, ce qui fait que de nombreux partis politiques n'ont pas respecté tout à fait la parité, mais il y a quand même une très grande évolution. À Djil Jadid, nous sommes sur l'ensemble des candidats, nous sommes aux alentours de 45% de femmes et 55% d'hommes. Et on a même introduit une demande de dérogation à la parité dans une wilaya qui est connue et réputée pour son conservatisme, en l'occurrence Gherdaya. Et cette dérogation, on l'a demandée pour que cette fois-ci, il y ait plus de femmes que d'hommes. Donc nous avons une liste à Gherdaya qui comporte 6 candidats, dont 4 femmes et 2 hommes. 4 femmes, et d'ailleurs, pour sortir de l'esprit un peu, j'allais dire, communautaire, et aller vers cette construction de la nation qui intègre tous les particularismes du pays, nous avons une liste mixte entre la communauté mozabite et la communauté Chambi, 3 de chaque, 2 femmes de chaque et 1 homme de chaque, pour donner la symbolique quel doit être l'avenir du pays. L'avenir du pays doit être dans la nation algérienne où tout le monde a les mêmes droits, tout le monde a le droit de garder ses caractéristiques, les caractéristiques régionales, les caractéristiques culturelles, linguistiques, etc., mais comme étant des éléments constitutifs et complémentaires de ce que doit être la nation algérienne que nous sommes sommés de construire. Donc il ne s'agit pas de construire l'Algérie moderne, l'Algérie de l'avenir, sur les éléments du passé
exclusivement. Il ne s'agit pas de revenir au passé, mais d'aller vers l'avenir avec quelque chose de nouveau, sans renier le passé, tout au contraire, en intégrant le passé dans une réflexion, une pensée, une vision de l'avenir de l'Algérie. Donc, c'est une voie par la symbolique, par l'acte politique. Je pense que c'est petit à petit qu'en apaisant les conflits entre les gens, en apaisant les conflits idéologiques, en dépassant les sensibilités, qu'elles soient régionales, qu'elles soient communautaires, en allant tous ensemble vers la construction d'institutions réellement représentatives, qu'on pourra petit à petit sortir de cette crise-là. Donc, si on profite de l'occasion, et c'est pour ça qu'on va dire une chance pour le changement, si on profite de cette occasion pour les élections législatives, on aura une assemblée majoritairement jeune. Vous avez 50% des candidats moins de 40 ans. La majorité des candidats vont être des universitaires. Il y a un bond qualitatif conséquent dans la compétence lorsqu'on étudie les listes de candidatures. Il y a un équilibre entre hommes et femmes. Et puis surtout, on se débarrasse des anciennes figures politiques, quel que soit leur rôle par le passé. Tout ça nous donne des éléments factuels, concrets, pour avoir une assemblée nationale plurielle, ouverte à la société civile, je l'espère sincèrement, majoritairement jeune, avec un élément féminin conséquent. Après les élections législatives, on devra à ce moment-là s'orienter vers un nouveau gouvernement, je l'espère pour ma part, un gouvernement de compétences, un gouvernement rajeuni, un gouvernement qui se débarrasse des anciennes scories de l'ancien régime. J'ai entendu certains leaders de partis politiques réclamer éventuellement un gouvernement d'union nationale de manière à faire cette phase de transition, parce que nous sommes réellement dans une transition politique de reconstruction des institutions où il s'agit de créer des consensus sur des questions de fond dans le pays. Ça demande du temps, ça demande un dialogue, ça demande de la tolérance, ça demande à ce que chacun écoute l'autre, ça demande le respect, on doit se respecter entre nous. Et puis il faut arrêter de considérer que chacun détient la vérité absolue et qu'on est passé du takfir au tahwin. Et ça doit s'arrêter, ça. Et il faut considérer les Algériens dans leur pluralité, dans leur propre choix. Il faut les respecter. Ceux qui sortent de la loi, ceux qui détournent l'argent, ceux qui prennent les richesses du pays indûment, ceux-là, il faut les amener à la justice. Mais tous les autres qui, de bonne foi, ont participé à la vie politique, il ne faut pas commencer à condamner maintenant systématiquement les gens, même si, et à l'évidence, nous n'étions pas d'accord. Adil Djadid, nous étions complètement radicaux contre un régime qui s'était sclérosé, qui ne voulait plus changer, qui avait à sa tête un alibi, qui n'était pas un président de la République, mais juste un paravent, un couvre-chef pour des voleurs. On en a fini avec cette étape. Il faut maintenant passer à autre chose. Je pense qu'il y a des éléments très concrets sur lesquels on peut construire cet avenir-là. Il faut se parler, s'écouter, laisser les gens défendre leur vision, ouvrir les médias et simplement ceux qui interviennent doivent comprendre que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Lorsqu'on refuse de subir l'acharnement, le harcèlement, le comportement des autres, il faut s'interdire de le faire pour les autres aussi. Sauf il y a une difficulté à définir les choses. C'est quoi finalement le système algérien? Est-ce que quelqu'un peut vraiment nous décrypter un système? Est-ce qu'il est théorisé? Est-ce qu'il est écrit? Je pense que le système algérien, c'est un ensemble de pratiques qui reflètent fondamentalement la culture ambiante.
Il faut qu'on se parle, qu'on se dise des vérités. Il faut arrêter de croire que la société algérienne est parfaite, idéale, angélique, et que nous avons un pouvoir méchant, voleur, oppressif. Non, le pouvoir algérien depuis toujours, depuis son histoire, est une partie émergée de la société algérienne. Ces gens-là ne viennent pas de la planète Mars, ils sont nés ici. Très souvent, ils sont d'extraction populaire. Vous avez des dizaines et des dizaines de ministres qui ont passé leur enfance dans la pauvreté. C'était le colonialisme, ils ont connu les difficultés, puis ils ont progressé. Certains ont progressé par la force de leur intelligence, d'autres par la brutalité, d'autres par les manigances. C'est ça notre société. Il ne faut pas croire que nous avons une société absolument parfaite et je ne sais qui nous a envoyé un pouvoir méchant. Donc, il y a cet aller-retour, il y a une dialectique entre une société qui est en plein bouleversement, qui ne s'est pas stabilisée, qui a encore des tiraillements en elle-même. Elle est tiraillée par le passé, par l'avenir, par la dimension religieuse, par la dimension identitaire. Il y a les conflits intergénérationnels, il y a le conflit entre hommes et femmes. Nous étions dans une société traditionnelle qui est asymétrique, qui se faisait dans un cadre, j'allais dire, géographique et géopolitique qui n'existe plus. Nous ne sommes plus dans une société traditionnelle, mais nous ne sommes pas dans une société moderne. Et ce passage-là a causé des dissensions dans la société, des crispations. Nous avons vécu les drames et la tragédie des années 90. Et il faut comprendre que ce n'est pas une histoire simplement de gens qui, au nom de Allahu Akbar, veulent tuer et couper les têtes, et de l'autre côté, des militaires mafieux qui veulent tuer le peuple. Ça, ce sont des caricatures qui n'expliquent pas la réalité d'un peuple. Quand vous prenez de la distance, vous allez comprendre que c'est un peuple qui a été en souffrance pendant des siècles, qui n'est pas arrivé à faire émerger sa culture parce qu'il y a eu des contraintes exogènes qui l'ont empêché de potentialiser ses capacités, de s'épanouir, et que nous sommes dans cette phase-là où on se débat. C'est un peuple qui se débat, il vit des soubresauts. Et donc vous avez des Algériens qui sont atomisés. Regardez les difficultés pour organiser des partis politiques stables, pour organiser des institutions, pour organiser une société civile, même à l'intérieur de ce qui est l'opposition la plus radicale, qui estime que c'est toujours le pouvoir qui l'empêche de vivre, mais même entre elles, elle se met les bâtons dans les roues, elle est en conflit. Et ce n'est pas toujours un problème de leadership, ce n'est pas toujours un problème d'ego. Bien sûr que ça peut exister, mais il y a aussi des problèmes d'idéologie. Il peut y avoir une idéologie islamiste, une idéologie libérale, une idéologie laïque, une idéologie identitaire, et même une idéologie narcissique. Il y a de tout. Et il faut faire avec. La politique, l'art est un art pour essayer de régler les conflits. C'est avant tout comprendre les forces en présence, et ensuite l'art du possible, comment concilier ces différentes forces en présence. Donc la politique, ce n'est pas pousser à la confrontation des rapports de force. Ce n'est pas toujours très intelligent. Là, c'est jeter de l'huile sur le feu. Mais c'est la capacité à tolérer toutes ces forces-là qui existent parce qu'elles sont légitimes en soi, et essayer de trouver toujours des terrains d'entente pour concilier ces forces et les mettre en situation de travailler en synergie et non pas systématiquement en opposition. Malheureusement, les peuples, lorsqu'ils se mettent en grande opposition, ils détruisent leur État et leur pays et leur peuple. Voyons l'exemple de la Syrie. Bien sûr que certains vont vous dire
la Syrie, c'est l'intervention exogène. Oui, bien sûr qu'il y a des interventions exogènes, il y a des interventions des puissances, et des puissances en contradiction. C'est un abcès de fixation par rapport aux conflits géopolitiques, mais ces conflits géopolitiques ne peuvent exister et ne peuvent se focaliser à l'intérieur d'un peuple que si celui-ci endosse et accepte d'être dans l'enjeu des puissances mondiales. C'est ce qui se passe aussi en Libye. Ce sont des peuples qui finalement, à force de nourrir la haine qu'il y a entre les différentes sensibilités et les différentes particularités qui composent ce pays, eh bien ces haines-là finissent par le déchirer et ouvrir la porte à l'intervention extérieure. Donc attention, attention, ne disons pas que non, mais l'Algérie, il ne se passera rien, on est toujours un pays particulier, on a une résilience, une résistance. Il faut sortir des mots et il faut aller vers le réel. Le pays est en difficulté, le pays est en pleine transformation, on subit de plein fouet une crise mondiale, le changement climatique qui entraîne le stress hydrique, le changement de la transition énergétique qui fait que le pétrole va peser de moins en moins sur le plan international et donc on aura de moins d'entrées, la transition énergétique à laquelle on n'est pas préparé, le chômage est terrible dans le pays. Il ne faut pas applaudir parce qu'il y a des grèves quelles qu'elles soient, en pensant que les grèves vont affaiblir le pouvoir et renforcer le hirak et on va faire tomber le pouvoir. Je crois que c'est des calculs trop mesquins. Au contraire, il faut voir ces grèves-là comme étant des symptômes d'une situation grave pour le pays. Et on a besoin d'apporter des réponses. Et ces réponses économiques, sociales, culturelles, de développement, ne peuvent être enclenchées que si on règle le problème politique. Et le problème politique ne peut être réglé que s'il y a un dialogue, un renouvellement des institutions, une participation à la vie politique de manière active. Il faut éduquer le réflexe de l'Algérien pour qu'il devienne citoyen à tout point de vue. Ça, ce sont les grands défis devant nous.